Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Definitely et on va continuer la série du cours du module de la sémiologie endocrinienne de la troisième unité qui est destinée pour les étudiants de la troisième année médecine et on va entamer aujourd'hui un cours hyper intéressant sur le cours de la sémiologie hypophysaire. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous la vidéo avec votre collègue. Pour la vidéo, message de l'Enjam et le lien de Instagram et le Telegram في البوîte d'infos اللي حاب تحل الأسئلة تاعي ترحم تماك ولا في لي كومونتير راح تلقاو لو لين دو سو ديان بور ان شاء الله في لا شين دو تيليجرام اللي حاب يرجع له et c'est parti صلوا على النبي. Et donc on commence par un rappel anatomique sur cette glande, donc la glande hypophyse ou nommée aussi par la glande pituitaire. Donc c'est un organe situé à la base du cerveau, exactement dans la selle turcique comme vous voyez dans cette image, donc contrôlant le fonctionnement d'une nombreuse glande endocrine. Donc comme vous savez, en deuxième année, vous étudiez l'anatomie de la glande hypophysaire. Donc on a deux parties, on a l'anti-hypophyse et la postéro-hypophyse. Donc l'anti-hypophyse, elle va sécréter beaucoup d'hormones, principalement le growth hormone, l'hormone du croissance, on a le prolactine aussi. Et pour la post-hypophyse, elle va vraiment stocker et libérer deux hormones qui sont l'ocytocine et la vasopressine, qui sont responsables bien sûr pour la régulation de la pression sanguine et pour maintenir l'équilibre hydrique. Et concernant la régulation des autres glandes et le contrôle du fonctionnement, d'accord? C'est ça, donc les différentes hormones qui sont sécrétées par l'hypophyse. L'hypophyse fait deux parties, l'anti-hypophyse qui va sécréter principalement le growth hormone et aussi le prolactine, donc il y a aussi des thyrostimulateurs, donc qui va stimuler la glande thyroïdienne. Donc ce type des hormones, elle va vraiment, elle a beaucoup de fonctions comme la croissance, comme le métabolisme, et aussi stimuler la fonction thyroïdienne et aussi la reproduction pour les différentes hormones. Et on a dans la deuxième partie qui est la post-hypophyse qui va sécréter deux hormones. On a l'ADH et l'ocytocine. Elle va stocker ce type de hormones et elle va sécréter lors de besoin. D'accord, maintenant, comme l'a dit, elle va réguler la pression artérielle et aussi donc maintenir l'équilibre hydrique. Lorsqu'on a par exemple une diminution de taux hydrique, elle va donner une réabsorption totale d'eau et elle va augmenter الحالة العطش et donc elle va augmenter aussi l'envie de boire. D'accord, et les différentes hormones. D'accord. Donc concernant les pathologies hypophysaires, on a trois sortes. On a le premier sort, c'est le signe de déficit hypophysaire lorsqu'on n'a pas une sécrétion suffisante des hormones hypophysaires. Donc comme un traitement qui est proposé, on va donner un traitement substitutif. Donc on va donner des médicaments qui va stimuler la glande hypophyse de sécréter les hormones hypophysaires ou par les hormones hypophysaires. Ou le deuxième sorte, on a les signes d'hypersécrétion, c'est l'état contraire vraiment, donc on a un désordre endocrine, donc on a une hypersécrétion des hormones comme le growth hormone, la CTH, d'accord, le prolactine. Donc, comme un traitement proposé, vraiment, on va faire des exarrhés chirurgicales, un traitement spécifique, d'accord. Et donc, troisièmement, on a les syndromes tumoraux qui vont vraiment donner des signes de compression et des envahissements, donc qui sont explorés par les TDM et l'IRM hypophysaire. Exemple, elle va donner des problèmes ophtalmologiques, comme elle va toucher l'acuité visuelle, donc on peut aussi le voir, je vous fais Inch'Allah, les différents signes par l'utilisation de fond 2, comme on va explorer l'œdème papillaire.
et aussi l'examen de la champ visuel. Donc, elle va donner une décompression et on va faire une compression à l'état. Donc, le traitement, c'est un traitement chirurgical par la décompression. Maintenant, le compression et l'engagement, l'œdème, le cancer ou le tumeur hypophysaire et sur les différentes structures du cerveau. Et l'activité ou ce type des actes chirurgicaux est nommé par la décompression chirurgicale. Ça a le rétrocontrôle physiologique de l'hypophyse sur les différentes structures du voisinage. Donc, l'état qui fait donc lorsque vraiment le corps nécessite le cortisol, donc pour faire les différentes fonctions physiologiques ou par exemple au cours du stress. Donc le corps nécessite le cortisol, elle va donner des signaux donc nerveuses aux hypothalamus pour donner les besoins Tao. Donc l'hypothalamus, elle va sécréter le CRH, d'accord. Donc ce CRH, elle va stimuler l'hypophyse pour sécréter l'ACTH. Donc l'ACTH vraiment qui circule au niveau sanguin, elle va stimuler la production et la libération de le cortisol. Donc, lorsque le taux de cortisol est vraiment suffisant au niveau de la circulation générale, elle va faire un feedback négatif sur le CRH, donc la sécrétion de CRH est diminuée, et faire un feedback aussi négatif sur l'ACTH qui est diminué, et donc le taux de cortisol est régulé dans la circulation générale. Donc, نبدأ في la sémiologie, et la première cas, c'est l'insuffisance anti-hypophysaire. Donc, pour le syndrome clinique, une triple insuffisance, on peut le trouver, une insuffisance thyroïdienne, une insuffisance surrénale et une insuffisance gonadique. Parce que, comme on a le rappel physiologique, que l'hypophyse, elle va stimuler, par exemple, elle va sécréter des hormones qui va stimuler l'activité thyroïdienne. Aussi, comme vous voyez le diapolyphète qui fait, elle va stimuler l'activité surrénalienne, par exemple, la sécrétion de cortisol et l'activité gonadique. Donc, 5 signes majeurs qui va définir l'insuffisance anti-hypophysaire. On a l'asthénie, l'hypothymie, les signes cutanés, l'hypotension artérielle et les troubles sexuels. Donc, l'asthénie, vraiment, elle est importante. Donc, sur le patient, une fatigue générale et une faiblesse musculaire vraiment persistante. D'accord, elle est progressive ainsi, du caractère organique, donc augmenté par l'effort et plus marqué en fin de la journée. Donc, donc pourquoi on trouve des fatigues et des faiblesses? Parce que vraiment, lorsqu'on a une insuffisance anti-hypophysaire, pas de sécrétion des hormones de croissance, le growth hormone, pas de sécrétion des hormones thyroïdiens, comme vous savez, les hormones thyroïdiens, elle va augmenter le métabolisme ou le catabolisme général et va vraiment donner l'énergie et donner la régulation énergétique. D'accord. Deuxième signe, c'est l'hypothymie. Donc, on trouve des malaises généraux avec sensation des débordements des jambes. Donc, les mêmes signes. Donc, toujours, on a une faiblesse musculaire. Donc, des dérobements dans les jambes et la sensation de malaise. Toujours, le patient, d'accord. Avec perte de connaissance, pourquoi pas. Et de plus en plus fréquent à l'effort. Donc, tous les mécanismes de l'hypothymie sont vraiment en relation par l'insuffisance surrénalienne. Pas de cortisol vraiment qui va réguler l'état cardiaque et réguler la pression artérielle et vraiment donner l'activité normale. Donc l'insuffisance surrénalienne, vraiment parce que la sécrétion surrénalienne est stimulée par l'hypophyse. Donc pas de cette stimulation, pas de sécrétion du cortisol et les autres hormones. Et donc, malheureusement, on trouve les hypothymies. Aussi, les signes cutanés sont donc d'apparition, donc permettant le diagnostic. Donc, on peut diagnostiquer l'insuffisance anti-hypophysaire parmi les signes cutanés. Les signes sont dus au déficit de la STH et en corticofine.
D'accord que on a la pâleur qui est liée surtout à l'anémie, donc le patient est anémique, donc on trouve les pâleurs et aussi les dépigmentations cutanées. D'accord, le couleur réelle de la peau, elle n'est pas existée. Aussi la dépigmentation, l'absence de stimulation de la mélanine, donc elle va l'insuffisance anti-hypophysaire, elle va jouer sur la mélanine, pas vraiment de coloration normale, généralisée, nette au mamelon et en muqueuse génitale. Donc en muqueuse génitale et en mamelon, on trouve des dépigmentations. D'accord. Aussi, on trouve des dépilations, des poils rares, voire absents au niveau des régions pubiennes, et les aisselles et les bras et les jambes. Donc, les régions le plus fréquent en ergophérum, les poils. Donc, par exemple, les aisselles et au niveau des régions pubiennes. Donc, absence de l'épilation. Donc, on trouve la dépilation. Et chez l'homme, la barbe et le moustache sont rares. Donc, l'ihya et aussi le sharb, donc, sont pas vraiment présentés chez l'homme. Donc ce sont tous des signes orientateurs vers un problème métabolique. D'accord. Aussi l'atrophie cutanée, un peau fin, fine, légèrement plissée, petite ride aux commissures labiales et les paupières. Donc les nerfs en général, qu'est-ce qu'on peut résumer? Donc les troubles cutanés, on trouve des pâleurs, des sécheresses cutanées, aussi des changements de la pigmentation liés à la dépigmentation. Et tout ça sont reliés avec l'insuffisance thyroïdienne et aussi l'insuffisance de mode de la corticosurrénale, donc en général l'insuffisance surrénalienne, qui va donner la santé de la peau. D'accord. Aussi les signes de l'hypotension artérielle, elle est plus ou moins marquée, plus importante en orthostatisme. Donc, notamment les hypotensions orthostatiques et les pincements de la différentielle, veut dire on trouve donc il y a des chiffres tensionnels vraiment différenciés entre les deux bras. D'accord. Et le problème majeur, c'est la diminution de la sécrétion du cortisol. Donc l'insuffisance du cortisol qui est, comme vous savez, elle joue un rôle très important de maintenir et de réguler le tonus vasculaire et maintenir une bonne pression artérielle. Aussi, les troubles sexuels sont présents. Donc, on a des signes fonctionnels. Chez la femme, on a les aménorrhées qui est le symptôme majeur. Veut dire l'absence des règles ou l'absence des menstruations. Parce que, comme on a fait le bidaya, donc on a une insuffisance thyroïdienne, surrénalienne et aussi gonadique. Donc, l'installation d'aménorrhée, d'accord, précoce pour les troubles sexuels chez la femme, donc sont précoces, constants et isolés, en particulier sans bouffer de chaleur, d'accord, c'est un signe évocateur. Chez l'homme, donc impuissance, précoce, motif de consultation, donc elle va consulter chez l'urologue, vraiment par une impuissance sexuelle, pas de libido vraiment, d'accord, et aussi des troubles et des problèmes de dysfonctionnement érectile chez l'homme, on détaille le cours de la sémiologie sexuelle, d'accord, et راح تكون de façon précoce. نشوفوا عليها بلي راهي de façon précoce. معناتها sont tous c'est dû par un problème et une diminution de la sécrétion des hormones sexuelles comme l'oestrogène et le testostérone chez l'homme. D'accord. Physiquement, donc les signes physiques, on a chez la femme une atrophie de la vulve, d'accord, et du vagin et diminution du volume utérin. Et chez l'homme, on a une atrophie du verge ou du pénis et du testicule. Donc, vraiment, pas de sécrétion des hormones, pas de vie pour ces organes génitaux, parce que les organes génitaux, ils les hormones. Donc, pas d'hormones suffisantes, donc pas de fonctionnement, soit chez l'homme, donc des problèmes de libido et aussi des problèmes érectiles de verge. Et pour la femme, les aménorrhées et sont des signes précoces, d'accord. Et chez l'homme et la femme, ils ont des motifs de consultation. Donc pour les examens biologiques à explorer ces troubles, donc les examens hormonaux montant en évidence des déficits glandulaires périphériques, donc le diagnostic est biologique nettement, donc on va doser des différents paramètres pour voir et pour
bien exploré et définissent l'insuffisance anti-hypophysaire. Donc, on trouve des diminutions de la sécrétion des différents plans, soit les plans thyroïdiens, surrénaliens et gonadiques. Donc, un triple déficit surrénalien, thyroïdien et gonadique. L'insuffisance surrénalienne, on va doser le cortisol à 8 heures du matin parce qu'il est majeur à ce temps-là. D'accord, et elle va diminuer jusqu'à 16 heures du jour. D'accord, donc un niveau d'aldostérone relativement conservé. Comme vous savez que le cortisol a un rythme circadien normal, donc qui est naturellement augmenté au matin, aux 8 heures du matin, lorsqu'on va donc doser le cortisol chez un homme normal. Donc un go, il est augmenté, mais au cours de l'insuffisance surrénalienne, donc on a le cascade de l'activation donc du cortisol, donc parce qu'on a une insuffisance anti-hypophysaire, et donc une diminution du cortisol et l'installation des signes comme le fatigue musculaire, aussi vraiment et les troubles du stress. D'accord, je veux dire, on ne peut pas et n'ont pas la capacité vraiment suffisante pour faire face du stress d'une manière adéquate. Donc le niveau de l'aldostérone est relativement conservé. On trouve aussi une insuffisance thyroïdienne variable, donc on trouve un T3 et un T4 plus ou moins abaissés, mais le plus important c'est la concentration de la TSH qui est diminuée, donc d'une grande valeur diagnostique, qui va aider à diagnostiquer l'insuffisance thyroïdienne. D'accord. L'insuffisance gonadique chez la femme, c'est l'aménorrhée. Inutile de doser l'estradiol et le progestérone. Donc on trouve les aménorrhées précoces, donc c'est suffisant. Et chez l'homme, on va doser le testostérone qui est effondré et va donner une information qu'il y a une déficit. Donc aussi pour les examens généraux qui sont vraiment réalisés au cours du pavillon d'urgence médicale. Donc la FNS, elle va permettre de donner une information qu'il y a une anémie hypochrome hypozidérémique. La diminution de la sécrétion de la CTH. D'accord, veut dire quoi une anémie hypochrome hypozidérémique? Hypochrome veut dire que la coloration des globules rouges elle n'est pas vraiment naturelle, donc elle est pâle. D'accord, c'est hypochrome. Et hypozidérémique veut dire qu'il y a vraiment une baisse au niveau du fer dans le sang. Donc, Inch'Allah, le mécanisme de l'anémie, Inch'Allah, le cours de la sémiologie hématologique. C'est pas la peine de trouver les détails. Donc il y a vraiment une diminution de la production de l'érythropoïétine qui est responsable pour la production de globules rouges. Une anémie. À l'ionogramme, on trouve une hyponatrémie, car vraiment il y a une diminution de l'aldostérone. Donc l'aldostérone, il est préservé, mais c'est pas toujours, d'accord. Il y a des insuffisances anti-hypophysaires qui va donner une diminution de l'aldostérone. Comme vous savez, l'aldostérone, elle va vraiment sécréter, donc donner une sécrétion de sodium et une excrétion du potassium, mais au cours d'une insuffisance de l'aldostérone, pas de cette phénomène physiologique, et on trouve une hyponatrémie. Glycémie agent, elle est vraiment basse. On a un état de l'hypoglycémie. C'est la même chose, une diminution de la sécrétion de l'ACTH qui est responsable pour la régulation du métabolisme glucidique, donc pas de régulation, donc il y a une valeur basse agent. Et la cholestérolémie, elle est basse aussi. C'est le même mécanisme pour les précédents. Donc les tests directs de l'insuffisance anti-hypophysaire, donc qui va donner vraiment le diagnostic. Donc l'insuffisance anti-hypophysaire sont incapables de répondre à la stimulation neuro-hormonale. Donc une stimulation neuro-hormonale qu'on voit en détail, ما كانش vraiment une réponse, d'accord. Recours au test de stimulation, la test au TRH.
on a un résultat négatif pour la TSH et la prolactine. La TRH, elle va stimuler la production de le TSH et le prolactine, donc par l'hypophyse. Donc, l'ENAIA, qui négocie des résultats négatifs, vraiment, elle va donner qu'il y a un déficit de réponse à les anti-hypophyses. En général, l'ENAIA a une défaillance intrinsèque, telle suite à les anti-hypophyses, le stimulus de façon adéquate pour les signaux neuro-hormonaux. Donc, vraiment, elle va donner une information qu'il y a une lésion, une altération de l'anti-hypophyse elle-même. D'accord? Le test de LHRH, qu'on peut trouver un déficit global de la réponse de la phasage et la lâche. Donc la sécrétion de la LHRH, elle va stimuler la sécrétion de ce type de hormone à l'état normal, donc pas de sécrétion. Et le test de mitroprine, ou la mitopyrone, pardon, est remplacé par le test de CRH. Donc la mitopyrone, c'est un test vraiment badana par le test de CRH. Donc il y a un test qu'on a, donc la mitopyrone, elle va physiologiquement inhiber la production du cortisol. Je vois ce qu'il y a une inhibition là, mais elle est remplacée par le CRH. Donc le CRH, elle va stimuler la sécrétion de la CTH, et qui va stimuler les glandes surrénaliennes à sécréter le cortisol. Donc vraiment des résultats freinateur et donc et le test de stimulation de l'ASTH, donc il est dangereux et le risque de l'hypoglycémie. Pourquoi قلنا باللي لانه elle va stimuler la sécrétion de growth hormone, l'hormone vraiment du croissance, qui va donner une état d'hypoglycémie vraiment importante et d'un risque. Donc les pathologies, on a plusieurs catégories selon la sécrétion hormonale. On a les adénomes, donc à prolactine, notamment le prolactinum, le module de l'anapathe, le gonadotrope, donc la FSH et la lâche, on a aussi on a les thyriotrope qui va toucher l'axe de thyroïdien, somatotrope pour le GH et le corticotrope pour la CTH. Donc c'est la maladie de Cushing, et on a pour le GH, c'est la maladie de l'acromégalie. Donc des petites systématisations radiologiques. Donc on dit microadénome lorsque la taille de tumeur est inférieure à 10 mm en IRM bien sûr, et macroadénome lorsqu'elle est supérieure à 10 mm. Donc نبدأ par la pathologie la plus fréquente, c'est l'acromégalie, le trouble qui touche l'axe somatotrope. Donc cette maladie est faite par l'hypersécrétion du growth hormone, prolifération des cellules somatotropes. C'est une maladie rare, 40 cas par million, donc vraiment un taux très rare. Prépondérance féminine, elle va toucher les femmes beaucoup plus, et maximum de fréquence de 30 ans à 40 ans. D'accord? Et on trouve beaucoup de complications, principalement des complications cardiovasculaires comme la mortalité, d'accord, et les fréquences du diabète et l'insuffisance respiratoire. Donc pour les étiologies, donc se fait par les tumeurs en 95% des lésions sécrétantes, et les hyperplasies, je veux dire modification au tissu histologique, d'accord, de 2 à 5% des causes. Donc on trouve les détails. Ça, on a deux conséquences, on a soit par un syndrome hormonal ou par un syndrome tumoral. On va l'acromégalie en détail. Donc définition, c'est l'hypersécrétion permanente de façon chronique, d'accord, et non freinable de l'hormone de croissance, d'accord. Je dois bien communiquer vous. Donc on a une hypersécrétion permanente et non freinable, pas de chose qui freinait vraiment le growth hormone. Donc toujours elle va stimuler et de l'hormone de croissance. La sémiologie par action hormonale, on a hypertrophie de tous les organes, ça fait une augmentation du taille et une augmentation vraiment du croissance cellulaire, donc hypertrophie de tous les organes, et la sémiologie par développement tumoral au niveau hypophysaire. D'accord, on a une hypersécrétion de somatotropine, donc le growth hormone, donc un effet direct, elle va donner un effet hyperglycémiant et lipolytique qui va vraiment augmenter le risque du diabète. D'accord.
pardon قبيلك قلت بلي le growth hormone fait les tests biologiques de l'axe ou de l'insuffisance anti-hypophysaire قلت بلي le growth hormone qui est responsable pour l'hypoglycémie. Pardon, je perturbe seulement. Donc il est hyperglycémiant et il va donner l'état du diabète. Donc pour le syndrome hormonal, donc lorsqu'on a une augmentation de growth hormone, donc on a hypertrophie de tous les organes, une tête allongée dans le sens vertical, comme vous voyez dans cette image, donc de sens vertical. Le nez il est proéminent. مثلا الخشم تاعو راح يكون بارز. Aussi des lèvres épices راح نشوفها من بعد. Des mentons pronates معناتها راح يكون بارز حتى هو خارج. Des arcades sourcilières et on a des rides profondes. Toutes les images elles vont donner ces aspects et l'aspect symésique du visage qui va identifier cette maladie. Donc vous voyez ici, on a l'acrodysmorphie, vous voyez la transformation en verticale pour le visage, donc l'augmentation de la taille de la tête, vraiment, on trouve ici du menton vraiment pronate, d'accord, c'est ça le menton pronate. Aussi voici l'organomégalie, donc l'augmentation de toutes choses, vraiment l'augmentation de taille, le ton vertical aussi, voyez les lèvres qui sont augmentées de taille aussi, d'accord. Aussi la macroglossie, l'augmentation de taille de la langue, voici, donc vraiment l'organomégalie elle va toucher donc le croissance elle va toucher tous les organes. La pronatisme c'est un signe aussi évocateur où vraiment il y a une donc les mâchoires comme vous voyez ou les deux mâchoires راح يكونوا دازين للقدام donc au rapport du sens vertical راح يروحوا لنا حتى le front du nez, d'accord, comme vous voyez dans cette image. C'est ça le pronatisme. Donc on a des pronatismes, donc les dents à l'effet du pronatisme perdent de l'articulité dentaire, donc pas vraiment des contiguïtés entre les dents. Donc, pour les formes évaluées ou évoluées de l'acrodysmorphie, on a les mains et les pieds sont épaisses et larges. Donc, le processus asquise et surtout se forme de taille de bagues et des chaussures. Le patient, les l'acromégalie et les chaussures. Donc, vraiment sont larges et épaisse. D'accord, le tronc, on a des gébosités, et des saillies antérieures du sternum, donc les silhouettes de Paul-Chinel. Aussi l'hypertrophie des parties molles, de la peau est épaisse, rude, et on a les séboritiques. Et on a la sudation constante, parce qu'il y a une augmentation du tissu cutané, bien sûr, à cause des sudations, et l'organomégalie. Ça donc aussi pour le syndrome clinique qui est causé par le syndrome hormonal, par l'hypersécrétion de l'hormone de croissance. Donc les mains sont larges, épaisses en battoir, d'accord, les doigts sont courtes et boudinés. Les pieds sont aussi touchés, sont élargis et épaisses, surtout le talon. Donc, comme vous voyez dans cette image. Et le tronc, les gébosités, plus ou moins les gébosités, le hadba accentué, des séants de sternum, le sternum sur la kharaj, l'aspect de double bosse de polychinelle. L'internet, tu chez le polychinelle. D'accord? Comme le syndrome hormonal, le syndrome tumoral, on trouve les céphalées dues à la tumeur intracellulaire, les gels flucelles turciques où on trouve l'hypophyse. Donc les céphalées se fait par les signes de l'engagement. À la sémiologie neurologique, les signes d'engagement, donc elle va donner une hypertension intracrânienne et va donner les céphalées, d'accord. Sont fréquentes et pulsatiles, d'accord, et rebelle au traitement habituel. معناتها لهنايا راح تكون de façon pulsatile معناتها تكون شغل كيفاش نقولها pulsatile راح يحس le patient comme des battements نبضات في الراس نتاعو d'accord.
Et راح نلقاو des troubles de la vision comme l'engagement, elle va toucher le chiasme optique, راح نشرحها en bas en détail, et elle va donner des œdèmes papillaires et des flous visuels. Donc la compression des voies optiques, on a des anomalies de champ visuel et des hémianopsies bitemporales, donc l'engagement, donc les troubles de la vue dû à la compression de la chiasme optique et va donner une hémianopsie bitemporale. Tant que je vois, je m'attends à l'hémianopsie bitemporale, le champ visuel, l'appareil de Goldman. L'acromégalie, elle va donner des anomalies de champ visuel en première du temps. Une anomalie et des altérations de la perception de l'espace visuel, c'est la compression le chiasme optique. C'est quoi l'appareil du Goldman? C'est un appareil qui va mesurer le champ visuel. Donc l'appareil vraiment la vision est altérée, la vision est vraiment absente et déformée, d'accord? Et la localisation et la nature t'as les déficits donc visuels, d'accord? Et pour l'hémianopsie bitemporale, هنايا راح تصل compression تاع le chiasme optique وين les fibres nerveuses دي جينا علاش قلنا bitemporale اللي جينا من شك œil ولا من شك côté temporal تاع كل عين. Donc les fibres nerveuses sont touchées et راح يدير لنا une perte de vision dans ces régions. C'est quoi l'hémianopsie? معناتها راح يولي le patient ما يشوفش نص الفوتو, donc راح يشوف نص ونص ما يشوفوش. Donc vous voyez dans cette image, c'est ça l'image normale. et اللي هنايا راح ما عادش يشوف نص, اللي قلنا بيتمبورال نص منا ما يشوفوش نص منا ما يشوفوش, donc يشوف غير الوسط, d'accord? C'est ça l'hémianopsie bitemporale. On trouve aussi des paralysés oculomotrices et des œdèmes papillaires lorsqu'on utilise le fond d'œil, d'accord? Donc pour le syndrome radiologique, le retentissement hormonal, elle va retentir sur le colonne vertébrale. On trouve des vertèbres déformées, des hypertrophiées et des ostéophytes. Qui m'a une macro donc une augmentation de la taille t'as les organes, d'accord? L'hénéa qui va toucher les vertèbres, donc une vraiment croissance anormale ou un changement de la forme et la structure normale de la colonne vertébrale. Donc des vertèbres déformées et hypertrophiée bien sûr par l'augmentation de la growth hormone qui va donner des vertèbres très grandes comparément à la normale. Et aussi on trouve les ostéophytes qui sont des croissances osseuses, donc une croissance osseuse excessive, d'accord? Elle va vraiment déclencher la déformation de la colonne vertébrale. Pour les reins, des lithiases rénales fréquentes. Tout simplement l'augmentation de l'hormone de croissance راح تلعبنا عن le métabolisme du calcium et aussi du phosphore. Donc راح يتصنع une formation des calculs rénaux ou les lithiases rénales et qui va obstruer les voies urinaires. Donc pour l'exploration radiologique, la radiographie simple de la selle turcique où se situaient les hypophyses, donc les signes tumoraux, on a augmentation de la selle turcique, c'est l'augmentation de la taille de l'hypophyse, donc par un tumeur. Hypertrophie des clinoïdes, hypertrophie du tubercule ou les becs acromégaliques, et aussi la déminéralisation de l'âme quadrantulaire. Donc on voyait dans cette image aussi de la déminéralisation, et aussi érosion, si érosion par la tumeur, l'aspect en double fond. D'accord, pour les signes tumoraux, on a une précision du volume de la tumeur. Donc, on va réaliser un scanner ou un TDM. Donc, elle va localiser bien comme il faut la tumeur, la situation TAO et les extensions extracellaires TAO. D'accord? Est-ce qu'il y a vraiment une autre localisation? Oh là là. Pour les RM, donc elle va donner les mêmes choses, elle va préciser le volume, les situations et aussi les extensions. Pour les signes indirects, le syndrome biologique, l'intérêt dans le dépistage, une hyperphosphorémie constante. Maintenant, le growth hormone, elle va
fait un rôle ou un effet sur le métabolisme phosphocalcique, mais toujours il y a une augmentation constante de taux de phosphore au niveau sanguin. On trouve l'hypercalciurie. C'est la même chose, le métabolisme phosphocalcique est touché, on a une augmentation du taux du calcium au niveau sanguin, donc les reins, elle va diminuer ce taux-là par l'excrétion urinaire pour diminuer vraiment les problèmes. Aussi l'hypercholestérolémie, c'est la même chose, elle va donner des effets sur le métabolisme des lipides et le taux du cholestérol au niveau sanguin. Et on trouve l'anémie de dilution avec hypervolémie. L'hormone du croissance, elle va donner un phénomène de dilution. T'as les globules rouges. Cette dilution vraiment, le nombre, donc elle va donner une anémie. Et le volume sanguin il est important et il va donner un état de l'hypervolémie. Donc pour le syndrome biologique, on a l'hypersécrétion de l'hormone de croissance. Donc tout simplement donc c'est le contraire de l'insuffisance hypophysaire. Donc les tests de freinage pour voir à l'état physiologique une diminution de l'hormone de croissance. Il n'y a pas de stimulation pour le freinage et donc il y a une sécrétion permanente et non freinable. Toujours la définition de le gouvernement fait les différentes examens comme l'HPGO qui est en relation avec le métabolisme glucidique et les autres choses, d'accord. Ça, pour le diagnostic biologique, on a l'excès de growth hormone, d'accord, et les GF1, et on a sécrétion de l'hormone de croissance non freinable sur l'HGBO. Donc l'HGBO c'est l'hyperglycémie provoquée par voie orale. Donc pour le patient حاجة حلوة ولا كيما اللي يدون في boisson des produits chimiques, donc il va augmenter la glycémie au niveau sanguin. Donc l'état normal qui est une charge de glucose, on a une diminution de sécrétion de la CTH, d'accord. Mais malheureusement, lorsqu'on stimule par l'HGBO, donc on trouve toujours il y a une augmentation de l'hormone du croissance. Donc le test est négatif. Lorsqu'il est négatif, vraiment, elle va donner donc pas de stimulation par l'HPGO. Maintenant, freinage l'HPGO, la sécrétion du growth hormone. Donc le test vraiment les résultats sont altérés comparément à l'état physiologique, donc elle va donner le diagnostic de l'acromégalie. Radiologiquement, on a l'IRM hypophysaire qui va donner vraiment une certitude de diagnostic. Comme madame l'acromégalie, on va parler sur l'hyperprolactinémie. Donc un problème flax lactotrope. Donc pour l'introduction, c'est une état fréquente. Beaucoup sont médicamenteuses. Elle est d'origine le plus souvent médicamenteuse par différents médicaments comme les antipsychiques, les antidépresseurs, aussi les antihypertenseurs, les antiémétiques qui va vraiment augmenter le taux de prolactine. Ne sont pas méconnaître les tumeurs hypophysaires sécrétantes sont les prolactinomes. Maintenant, n'est pas éliminé qu'il y a une possibilité qu'il y a un tumeur qui est responsable pour cette sécrétion excessive. Donc, pour le syndrome clinique, chez la femme, les symptômes marqués par l'hyperprolactinémie. On trouve des signes comme l'aménorrhée, qui a les fréquences constantes et parfois précédées d'une sapagnoménorrhée, une régulation de la menstruation. Donc, c'est une irrégularité menstruelle. Donc, lorsque le taux de prolactine est augmenté, donc on a une inhibition de la libération des hormones qui sont responsables pour l'ovulation, d'accord, et donc qui mettent l'ovulation, bien sûr, on a le cycle menstruel. Aussi les galactorées dues à l'hyperprolactinurie et au volume des glandes mammaires.
Maintenant, le prolactine, lorsqu'il est augmenté, il stimule la production du lait dans les glandes mammaires, حتى ولا ما كناش في l'état de l'allaitement, الترضع ولا في l'état de grossesse, d'accord? Maintenant, il y a vraiment un problème, d'accord? Maintenant, en dehors de deux situations, il y a une vraiment sécrétion du lait et on a aussi l'augmentation de la taille de la glande mammaire. Écoulement souvent spontané ou à la pression douce des mamelons par l'examinateur. Donc, la gynécologue, donc, elle va toucher les mamelons et vraiment, donc, vous êtes touché ferme, donc, une sécrétion du lait. Galactoré à multipores. Maintenant, le lait, il est circulé par plusieurs pores sur le mamelon. C'est ça. Donc chez l'homme, on trouve une impuissance donc précoce, c'est le motif de consultation. Maintenant, on a un problème fait l'érection du verge, on a un problème fait le libido. D'accord. Le problème qui est là, le prolactine, donc elle va vraiment atténuer la production de testostérone. Donc donc il y a des troubles sexuels pour l'homme. Des gynécomasties avec des galactorées moins constants. Maintenant, on peut trouver l'écoulement du lait, les glandes mammaires de l'homme, parce que ça a une gynécomastie, vraiment une augmentation anormale le volume, le tissu mammaire donc chez les hommes, donc, mais elle n'est pas constante, d'accord. Dans le deux sexes, on a les symptômes du tumeur hypophysaire, on a plus ou moins syndrome tumoral, des céphalées, des troubles du vue par compression du chiasme optique, des hémianopsies bitemporales, c'est secondaire à une masse. Pour l'examen biologique, donc dosage de la prolactine du bas, donc le diagnostic biologique nécessaire et suffisant au diagnostic. On a l'hyperprolactinémie si le taux est supérieur à 30 nanogrammes par litre. Des tumeurs probables si le taux vraiment supérieur à 100 nanogrammes par litre, donc millilitres, donc elle va donner une pointe d'interrogation qu'il y a un problème vraiment grave. Le test de stimulation en cas de doute, c'est le test à la TRH. Pas de réponse, c'est un adénome. Maintenant, l'état physiologique, lorsqu'on par exemple, notre patient, la TRH en éveil, donc on a vraiment une réponse pour cette réaction qui est l'hypophyse très normale, mais en cas d'un tumeur hypophysaire, par exemple le prolactinum, donc la réponse vraiment elle est altérée. Et pas vraiment des valeurs significatives comme l'état physiologique. Donc, pas de réponse, c'est un adénome. Pour les examens radiologiques, les radios de la selle turcique, donc agrandissement possible et des érosions de la paroi possible, un selle turcique normal n'élimine pas le diagnostic bien comme il faut, et les moins utilisés. Donc on utilise les TDM et les ERM. Donc éloquente, permettait de voir les tumeurs, étudier les extensions TAO, les volumes, voir le haut et vers les côtés. Donc pour l'IRM, c'est une meilleure image, c'est le plus fiable, d'accord, préféré à la TDM, montre les tumeurs et ses extensions et guide le geste chirurgical si on nécessite vraiment une ablation de ce tumeur, d'accord, pour la décompression. D'accord, l'IRM, donc comme ce exemple-là, elle montrait une macroadénome à prolactine, d'accord, donc comprimant le chiasme optique et envoyant le sinus caverneux droite, d'accord. Pour les autres causes de prolactine élevée, on a physiologiquement la grossesse, parce que ça on a des changements physiologiques du corps, des changements hormonaux, on حضر le corps pour la lactation, donc on a une augmentation de prolactine. D'accord, باش يحضر le corps تاعنا lactation après l'accouchement باش يكون الحليب جاهز pour le bébé. Et iatrogène, d'effets médicamenteux, certains psychotropes ou des éthinoloastrodiol, donc qui va donner des changements vraiment hormonaux, donc le diagnostic d'élimination, toujours l'interrogatoire basé sur les traitements et les prises médicamenteuses, des connexions hypothalamo-hypophysaires au cours du trauma ou des tumeurs.
معناتها au cours du traumatisme crânien ou au cours des tumeurs. Donc, ça, une déconnexion hypothalamo-hypophysaire. Maintenant, l'axe hypothalamo-hypophysaire, vraiment, elle est altérée parce que c'est l'état physiologique. Donc, l'hypothalamus a la TRH, donc, qui est responsable pour la stimulation de la prolactine et les sécrétée par les hypophyses. Mais lorsqu'on a un traumatisme, par exemple, crânienne, donc, voilà des tumeurs, donc, cette balance est touchée et on les perd prolactinémie. Et généralement, راح نلقوا des hypothyroïdies, aussi des causes comme les hypothyroïdies, elle va favoriser l'hyperprolactinémie. Aussi les cirrhoses hépatiques, elle va perturber le métabolisme de prolactine et au cours des insuffisances rénales, qui va jouer un rôle très important dans l'augmentation de prolactine. Qui m'a qu'on وصلنا لآخر la partie 1 حبسته هنا parce que vraiment quand كملت le partie de la post hypophyse vraiment راح يكون très très long le vidéo. Donc نتلاقاو في la deuxième partie concernant la sémiologie de la post hypophyse. Merci pour votre attention.